Et je donne la parole à notre secrétaire général qui a une communication à vous faire. Alors, quelques informations sur notre séance solennelle de mercredi prochain. En premier lieu, du fait que nous sommes très nombreux, puisqu'on a à peu près 300 inscrits à l'heure actuelle, la salle du Conseil ne peut pas accepter autant de monde pour des raisons de place et de sécurité. Donc elle sera délocalisée pas très loin, dans le grand amphithéâtre de la faculté. C'est donc la même porte d'entrée, le 12 rue de l'École de médecine. Simplement, lorsqu'on est dans le grand hall, au lieu d'aller vers l'escalier et de monter à l'étage supérieur, on tourne à gauche, rassurez-vous, ce sera fléché, et on trouve ce grand amphi qui d'ailleurs était l'amphi des chirurgiens de l'Académie de chirurgie, construit à la demande de Louis XV sous Louis XVI. Donc on va se retrouver chez nous. Et puis rassurez-vous, du fait qu'il y a 350 places de cet amphithéâtre, tout le monde aura une place assise, ce qui n'est pas négligeable. Alors la deuxième question, c'est le problème de sécurité, puisque vous avez vu que maintenant avec le plan Vigipirate, il y a des contrôles. Donc la liste complète de tous les inscrits va être donnée à la sécurité, donc ils auront vos noms. Il se peut qu'à l'entrée, ils vous demandent vos cartes d'identité pour vérifier, ou qu'ils vous demandent votre carton d'invitation. Donc je vous conseille à la fois d'avoir sur vous sûrement une carte d'identité, si possible un carton d'invitation, et puis peut-être d'arriver un peu en avance, parce que s'il y a un contrôle et que tout le monde arrive ensemble, il risque d'y avoir la queue, ce qui entraînera un certain retard dans le démarrage de la séance solennelle. Voilà, donc les informations que je voulais vous donner. Merci Henri. Bernard Non, juste une information à propos de cet amphithéâtre. Je vous rappelle que cet amphithéâtre a été inauguré par Louis XVI lui-même, qui s'est déplacé et qui a scellé dans le plancher un manuscrit rappelant cet événement. Donc vous allez fouler le plancher de l'amphithéâtre inauguré par Louis XVI et au même endroit que Louis XVI lui-même. Non. Bien avant. Merci pour ce rappel. Et je vous propose de passer à la séance elle-même. S'il n'y a pas d'autres communications, non, il n'y a rien d'autre. Henri ? Donc, comme vous le savez, l'Académie se réserve le droit d'insérer en début de séance une communication rapportant une innovation chirurgicale nécessitant une diffusion rapide. Alors j'ai estimé que c'était le cas lorsque j'ai lu le travail rapporté par Pierre Cordelier, qui est chercheur à l'unité INSERM U1037 de Toulouse, unité intitulée Centre de recherche et de cancérologie à Toulouse. Et je lui ai proposé dimanche dernier, alors que c'était une heure peut-être réservée au footing ou à des activités familiales, il a accepté tout de suite de venir vous parler de ses récents travaux et de ses découvertes. Et comme il s'agit d'un sujet qui est très sensible, puisqu'il s'agit du traitement du cancer du pancréas, et donc la nouveauté serait le traitement à l'aide de virus oncolytiques. Donc je vais lui donner la parole et je sais qu'il va se limiter au maximum à 10 à 15 minutes. Vous avez la parole. Merci beaucoup encore de vous être déplacé. Avec grand plaisir, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, donc je vais vous présenter des résultats que nous venons d'obtenir dans des modèles expérimentaux. Je tiens à le préciser. Le lien avec la chirurgie se fera, j'espère, un peu plus tard. Donc je vais vous présenter un peu comment on peut utiliser des virus tueurs de tumeurs pour apporter du neuf dans le traitement des cancers du pancréas qui en ont malheureusement beaucoup besoin. Donc en fait, l'existence de virus tueurs de tumeurs ne date pas d'hier ni d'avant-hier, puisque dès le siècle dernier, des médecins s'étaient rendus compte que certains épisodes de leucémie pouvaient être complètement abrogés par des infections concomitantes dues à des virus. Et ça remonte à 1903. J'ai réussi à retrouver des reproductions d'un travail de 1953 qui montre les comptes lymphocytaires d'un patient souffrant de leucémie au moment où il a contracté la varicelle. Et vous voyez bien que tous les lymphocytes sont retrouvés à une base normale et que ce patient malheureusement
a rechuté, ce qui faisait dire aux médecins à l'époque que peut-être ces virus qui ont provoqué l'infection provoquée par ces virus pouvaient traiter ce cas de leucémie. Un exemple qu'on connaît un peu plus, c'est l'exemple qui est figuré ici, d'un patient atteint d'un lymphome de Burkitt qui, après une vaccination contre la, il me semble la je ne sais plus exactement, je vous dirai, a vu... Pardon ? Epstein-Barr. C'est un Epstein-Barr, oui, virus, mais c'était une vaccination qui était contre, il me semble, bon, peu importe, a vu ses comptes lymphocytaires eux aussi diminuer, ce qui confirme peut-être l'existence de virus qui naturellement pourraient inhiber les tumeurs. Alors comment cela est-il possible ? Traditionnellement, un virus infecte une cellule, c'est la première étape, qu'elle soit normale ou tumorale, nous verrons les spécificités par la suite. Et ces virus sont des hôtes plus ou moins cléments pour la réplication virale, on voit ici les particules qui sont dans la cellule infectée, qui vont produire ces virus et qui à terme vont mourir, vont exploser littéralement et libérer dans la périphérie de ces cellules des milliers de petits virions qui vont pouvoir propager l'infection. La question, pourquoi ces virus présentent-ils un tropisme, donc une préférence pour les cellules tumorales ? Pour cela, il faut remettre en miroir les composantes principales de ce type de cellules, normales et tumorales. Bien sûr, une cellule normale est par définition une prolifération contrôlée et un nombre de cycles qui est déterminé, alors que la cellule tumorale a une prolifération accrue et peut même être immortalisée dans certains cas. La résistance à l'apoptose est aussi une composante importante. Alors l'apoptose, c'est la mort programmée. On sait très bien qu'une cellule normale peut induire sa propre mort une fois qu'elle voit plusieurs problèmes arriver, notamment une infection virale, alors que la cellule tumorale a développé des capacités de résistance à cette mort programmée. Et plus important encore, les cellules normales présentent une activité interféron, qui est un peu notre gardien immunogénique anticancéreux, normale, qui font que les virus vont stimuler cette activité et donc l'activité va faire que la cellule va se débarrasser de l'infection virale qui ne pourra plus se propager. Alors ce qui est très intéressant, c'est que non seulement cette activité interféron n'est plus présente dans la cellule tumorale, puisqu'elle s'en est débarrassée au fur et à mesure des clonages pour favoriser sa progression, c'est dans un contexte d'immunosuppression, donc les virus trouvent un terrain encore plus favorable à leur réplication, et l'angiogénèse, qui est péritumorale, permet la diffusion de l'infection virale. Donc représenté ici, si on maintient le code couleur, la cellule normale orange ici est immune, si je puis dire, à l'infection virale, alors que la cellule tumorale est infectée et libère ces petits virions bleus dans la périphérie, ce qui permet de propager le mécanisme antitumoral. Donc en fait, on peut désormais se poser la question, est-ce que les virus oncolytiques sont de la science-fiction ? Alors souvent quand je fais ce type de présentation à mes étudiants, je leur mets en parallèle oui et non. Alors ça, je sais que ce n'est pas de la grande culture, c'est du cinéma américain. Un film qui s'appelle « Je suis une légende », qui est une reproduction libre d'un très bon livre, qui fait que le pitch est très simple, c'est qu'un virus tueur de tumeurs a guéri le cancer sur la Terre. Le seul effet indésirable, c'est qu'il a transformé les survivants en zombies mangeurs de chair humaine. Donc voilà le problème de sécurité de l'application de ce type de virus. C'est une excellente publicité, croyez-moi. Plus sérieusement, ces virus, même si on ne peut pas voir ici la liste exacte, sont déjà utilisés, d'autres types de virus, dans la thérapie anticancéreuse, de phase préclinique aux phases 3, et voient leur activité assez intéressante, et surtout ce qui est intéressant pour nous, c'est la sécurité de cette approche. Alors qu'est-ce qui a motivé ce travail ? Virus oncolytiques plus particulièrement dérivés de l'herpès, HSV1 et cancer du pancréas, parce qu'en fait, les virus de l'herpès ont un tropisme tumoral étendu, c'est-à-dire qu'ils sont capables de modifier, infecter différents types de cellules cancéreuses. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils ne s'intègrent pas dans le génome des cellules hôtes. Alors ça peut paraître anodin, mais il faut savoir que certains virus vecteurs s'intègrent dans le génome des cellules et peuvent induire des mutations qui sont secondaires à l'infection. Donc ça, c'est absolument rédhibitoire quand vous allez devant la NSM. Comme je vous l'ai dit, leur innocuité a déjà été démontrée lors d'essais cliniques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en cas de dérapage viral, on a des molécules qui sont capables de les arrêter. On sait très bien qu'on peut traiter une infection herpès avec de l'aciclovir ou du ganciclovir. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des virus qui sont très rapides dans leur réplication et qui n'ont pas besoin d'être très nombreux pour infecter les cellules. Donc très rapidement, les bases moléculaires. Ces virus sont dérivés de la type souche, du type F souche de la HSV1.
Ils ont été modifiés génétiquement pour être encore plus spécifiques de la cellule tumorale. Je n'irai pas dans les détails. Sachez cependant que les mécanismes de résistance que l'on connaît dans le cancer du pancréas à la gemcitabine sont cette fois-ci des acteurs de choix pour favoriser la réplication de ces virus dans les cellules tumorales. Donc classiquement, dans un protocole expérimental, on teste la capacité des virus à répliquer. Et donc vous voyez que pour une hémolyte de 0,1, ce qui veut dire une particule virale pour 10 cellules, vous avez une réplication qui est multipliée par 1000 au bout de quelques jours. Donc ce sont les cellules cancéreuses pancréatiques humaines sont des hôtes particulièrement intéressants pour ce type de virus. En réponse à cette réplication, nous avons pu mesurer en laboratoire sur des cellules humaines isolées une inhibition de la prolifération cellulaire qui permettait de valider l'application de ces virus pour un effet antitumoral. Bien sûr, l'étape suivante a été de tester ces virus dans des modèles expérimentaux. Alors pour cela, nous utilisons des souris qui sont greffées avec des cellules humaines. Donc ce sont ce qu'on appelle des souris humanisées qui nous permettent de faire le lien entre le travail in vitro et le travail in vivo. Et la première chose à laquelle nous sommes intéressés, c'est la spécificité du virus. C'est-à-dire que nous laissions pousser des tumeurs dans le pancréas de ces souris pour être le plus proche possible de la pathologie. Et ensuite, nous injections une seule fois le virus dans la tumeur. Alors ici, il faut lire de cette façon. Chaque point rouge que vous voyez est une cellule infectée par le virus. Dans la partie tumorale, vous voyez très bien que là, c'est très désorganisé, très déstructuré, avec de nombreuses plages de lyse qui font que cette tumeur va bientôt disparaître et qui sont extrêmement rouges. Dans le pancréas normal adjacent de la souris, ces cellules rouges ne sont pas présentes, donc le virus n'a pas été capable d'infecter. Par contre, si on met côte à côte notre virus modifié pour être spécifique des cellules tumorales avec la souche originelle, c'est-à-dire le type F, vous voyez bien que le pancréas normal est quand même infectable par une souche herpétique. Heureusement que les modifications faites ont fait que justement nous ne touchons pas les cellules normales dans notre cas. En réponse, nous avons injecté ces virus dans les tumeurs. Donc dans les souris présentant des tumeurs pancréatiques humaines, nous avons une très très forte progression de ces tumeurs, alors que l'injection unique de doses croissantes de ce virus inhibait fortement la progression tumorale. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes attachés à tester les médicaments actuellement en cours d'utilisation dans le cadre du cancer du pancréas. Et pour résumer ce test, l'activité antitumorale est encore plus radicale quand nous combinons chimiothérapie et virus oncolytique dérivés de l'herpès. Donc, par souci de temps, je n'irai pas plus loin dans les résultats que nous avons obtenus, mais je vous donnerai un lien afin de pouvoir télécharger l'article. Nos conclusions sont les suivantes, c'est que nous avons pu prouver que les virus oncolytiques, donc des virus modifiés, dérivés du HSV1, sont capables de répliquer et de tuer des cellules cancéreuses pancréatiques humaines, in vitro et in vivo. Ce qui est très intéressant pour la suite des événements, c'est que ces virus sont spécifiques des cellules cancéreuses et les résultats que je ne vous ai pas montrés ont prouvé qu'ils étaient aussi sûrs qu'efficaces dans ces modèles, puisque aucune souris n'est décédée à cause de l'injection de ces virus modifiés, ce qui n'est pas le cas avec la souche sauvage, bien sûr. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut les combiner avec le traitement de référence en ayant un effet... Est-ce que c'est une potentialisation ou nous sommes encore en train de l'étudier. En tout cas, l'effet est plus intéressant quand on combine virothérapie et chimiothérapie. Et ce que je ne vais pas montrer aujourd'hui, c'est qu'on a aussi une inhibition de la dissémination métastatique, ce qui est très intéressant dans ce type de cancer. Alors les perspectives donc, à moyen terme, c'est pour cela que nous continuons de travailler. Serons-nous capables un jour de proposer ce type de traitement en phase 1 ? Ce travail se fait actuellement en collaboration avec les services du CHU de Toulouse, plus particulièrement le professeur Buscaille, avec qui je travaille depuis plus de 20 ans. Et nous envisageons d'inclure des patients de stade 4 non résécables, bien sûr. Et une injection se fera par écho-endoscopie. Et nous combinerons bien sûr avec les traitements existants. Mais il nous reste encore du travail expérimental à produire, puisqu'il nous faut encore prendre en compte l'immunité, parce que je pense que c'est plus un allié qu'un ennemi dans ce cas de pathologie, dans ce cas d'application en tout cas, et proposer des injections multiples pour permettre aux patients d'avoir des tumeurs qui sont contrôlées sur une période plus longue. Donc je finirai par des remerciements. Donc cette équipe, l'équipe INSERM que je dirige est désormais
inclus dans le centre de recherche en cancérologie de Toulouse, qui fait partie du site de l'Oncopole, comme Monsieur le Président vient de nous informer. Les personnes qui ont été plus impliquées dans ce travail sont Marion Guéral, Naïma Hanoun et Alix Vignola-Vidoni, qui ont travaillé sur ces particules virales. Hubert Lulka était responsable des essais menés chez la souris. Vous connaissez peut-être Louis Buscaille. Alors notre mine en jouet, c'est que nous sortions d'un cours collectif de cuisine, on ne se refait pas dans le Sud, je suis désolé. Et les entreprises partenaires, Carcinolis, qui possède la licence de ce virus. Pour une fois, c'est un virus américain que des Français ont utilisé, et pas dans l'autre sens. Et Bioviron, qui était la start-up qui était responsable de la production des particules virales. Et je vous remercie bien sûr pour votre attention. Félicitations pour ce travail très innovant. Et surtout, compte tenu de, comme vous l'avez souligné, de la gravité du cancer du pancréas et du peu de moyens efficaces dont nous disposons actuellement, je pense que c'est vraiment une piste très intéressante. Alors, vous nous avez parlé des étapes ultérieures. Est-ce que vous risquez à faire un timing? Quand est-ce que vous allez commencer les premiers essais pour la phase 4? Est-ce que vous avez une date de démarrage pour la phase 4? Ou la phase 4, on ne la fera pas nous, ça c'est clair. On va commencer par phase 1 sur pancréas. Parce que non, je voulais parler des tumeurs au stade 4. Excusez-moi, stade 4. La phase 4, j'espère que ça risque de prendre un peu de temps. Non, les tumeurs au stade 4, là maintenant la recherche a fait son travail, si je puis dire. Maintenant on part dans des considérations qui sont sanitaires, budgétaires et hospitalières. Donc pour nous, raisonnablement, je pense qu'une période de 2 ans peut être envisagée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a amené, on en parlait tout à l'heure, d'autres approches thérapeutiques innovantes au lit du patient qui viennent de la recherche. Et on sait maintenant comment accélérer les choses et essayer de passer de ces modèles expérimentaux vers les applications médicales. Voilà. Alors, la deuxième originalité, c'est que quand on parle de thérapeutique à l'aide de virus, on craint les effets secondaires négatifs. Or là, vous avez bien souligné qu'il n'y a aucun risque d'effets secondaires négatifs le fait d'utiliser ces virus, du moins connus. Connu, on est toujours surpris par ce qu'on peut apprendre, et c'est pour ça qu'on est en phase de recherche et d'exploration. Ce qui, moi, me rassure, c'est que dans ces modèles qui sont très relevants, puisque c'est les mêmes modèles qu'on a utilisés pour l'autre approche thérapeutique qui est déjà chez les patients, on n'a pas eu de toxicité accrue. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce type de virus peut être combattu par des molécules très simples, la cyclovir ou le ganciclovir, si quelque chose se passe mal. Ça, c'est quand même un bouton d'autodestruction qui est assez intéressant dans notre cas. Merci. D'autres questions? Oui. Une question très courte. Vous avez, je suppose que quand une cellule tumorale qui a été envahie par agressée par votre virus, le virus se réplique tout de même. Et au moment où la cellule est détruite, le virus se propage dans l'organisme. Vous venez de dire qu'il fallait combattre ça. Est-ce que l'immunité que vous avez tout à l'heure soulevée comme thérapeutique actuelle, d'ailleurs du cancer d'une façon générale, vous savez qu'on travaille beaucoup sur ce sujet actuellement, surtout en France, l'immunité sert-elle pour la lésion tumorale ou pour empêcher la propagation du virus que vous avez induit dans l'organisme? Ça, c'est une excellente question, même si c'est une question courte, elle est assez compliquée. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que des tests ont été faits avec ce type de virus déjà. Les gens qui sont positifs pour HSV bénéficient quand même du traitement, donc il n'y a pas de neutralisation a priori des particules virales. Et on peut même, pour aller dans l'autre sens de votre question, on peut même armer ces virus avec d'autres molécules, notamment des molécules pro-immunitaires, comme le GM-CSF, sans aller trop dans les détails, qui vont justement augmenter la lisibilité de la cellule tumorale en train d'être détruite par le système immunitaire. L'idée est de propager l'activité antitumorale non seulement via la voie lytique oncovirale, mais aussi via la voie de réponse immunitaire. Donc ça va exactement dans le sens de ce que vous venez de dire. D'autres questions? Oui. J'aurais deux questions. La première question concerne la dose. Parce que lorsqu'on voit les courbes que vous nous avez montrées, on voit qu'il n'y a pas d'effet dose. Mais alors, ma question, en fait, quelle est la dose minimale efficace? Est-ce que vous l'avez déterminée, tout d'abord chez la souris, et ensuite la dose que vous allez utiliser chez l'homme? Ça, c'est le premier point. Et comment vous l'avez déterminée pour l'homme? Et ma deuxième question sera sur le coût. Parce que ça, effectivement, c'est des très beaux résultats. Manifestement, du moins, on espère que ça marchera aussi chez l'homme.
Et à l'inverse, on a l'expérience dans le cancer de la prostate, où là, il y a eu des vaccins qui ont été proposés, mais ça coûtait 80 000 $ pour un patient, ce qui fait que la société américaine qui produisait ces vaccins a fait faillite l'année dernière. Donc, voilà, quid du coût? Alors, pour commencer déjà, la dose réponse. Alors, vous avez tout à fait raison, on a une dose minimale active qui doit être approximativement de 1 million de particules par injection. Alors, pourquoi on n'a pas d'effet dose plus important que celui-là? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les particules virales HSV étaient captées par les cellules endothéliales, donc n'atteignaient pas forcément la tumeur, même si on faisait une injection intratumorale. Donc, vous avez tout à fait raison de soulever ce point. Ensuite, concernant la transformation d'une dose chez la souris, enfin une dose utile chez la souris en dose utile chez le patient, il y a d'abord un calcul qui se fait par rapport à la surface de la tumeur, et ensuite vous appliquez des abacles qui sont assez compliqués, notamment avec des modèles animaux qui sont un peu plus gros. Mais alors le un peu plus gros, on passe de la souris au hamster. On n'a pas encore le droit de passer sur le cochon qui ne développe pas de cancer du pancréas, voire sur le singe pour d'autres maladies comme les infections virales au VIH. Donc ces calculs-là, on les a déjà effectués pour l'autre approche dont je vous ai parlé, et apparemment ça a permis de solutionner ce problème. Et après, la question du coût, vous avez tout à fait raison, c'est bien beau de présenter des résultats avec des traitements innovants, encore faut-il qu'ils soient à la portée de tout un chacun. Moi, je n'ai pour le moment travaillé qu'avec des productions qui sont dites pré-GMP, c'est-à-dire pré-Good Medical Practice. Bien sûr, les coûts ne sont pas les mêmes. On peut envisager que pour un lot dans un essai clinique, ce que nous avons fait il n'y a pas si longtemps, c'était environ un coût de 500 000 € pour 25 patients. Voilà. Donc ça, c'était pour un ADN simple, complexé avec du plasmide, c'est l'essai dont je parlais tout à l'heure, mais c'est un coût minimal. Après, les évaluations sont à faire par les biotech qui produisent ces virus et qui forcément rentreront en ligne de compte pour l'autorisation ou non du médicament, c'est évident. Merci beaucoup. Donc on vous remercie d'avoir fait le déplacement pour nous parler de cette recherche très innovante, très intéressante. Merci.